panel pour parler des questions des pertes et dommages et que ça tombe bien. Nous sommes aujourd'hui le Saint Damage Day dans le cadre de la COP28. On le sait tous, cette question est une question cruciale, particulièrement pour les pays en développement et les pays africains. L'année dernière, à Sharm el-Sheikh, on a eu cette décision historique d'avoir un mécanisme financier dédié aux pertes et dommages. Cette année, à l'ouverture de la COP, on a eu ce que les gens ont appelé un pas des géants avec l'opérationnalisation de ce fonds ici, à Dubaï. Mais on le sait tous, il y a tout un tas de choses qui restent à construire pour faire de ce mécanisme financier une réalité capable de répondre aux défis des pays en développement, mais également capable de leur permettre de mettre en place une planification qui peut prendre en charge la question des pertes et dommages. Aujourd'hui, on a plusieurs panélistes qui travaillent sur cette problématique et qui vont nous permettre de décrypter en fait ou bien d'apprécier cette décision que nous avons eue ici, notamment Fanny Petitbon de CARE France, qui travaille énormément sur ces questions de pertes et dommages, beaucoup de plaidoyer à l'échelle internationale, mais également à côté des ONG du Sud, comme CARE le fait, pour que ce mécanisme financier soit opérationnel et que ça puisse permettre aux PMA, aux pays africains, aux pays du Sud plus globalement, de pouvoir faire face aux pertes et dommages. Nous avons également M. Kosivi Adessou du GNDR, Global Network of Risk Disaster, qui travaille également énormément sur ces questions de pertes et dommages. Nous avons également parmi nous M. Fadel Diop de Oxfam au Sénégal, et avec donc, ces trois panélistes et mon collègue Omar Cissé de Enda Energy, nous allons voir pratiquement, si on parle de mécanismes financiers à l'échelle locale, à quoi ça devrait ressembler. Avant de démarrer, je laisse donc la parole à M. Emmanuel Sek, qui est le directeur de Enda Energy, pour ses mots de bienvenue. Là, ça marche. Je pense que ça passe, hein, ça passe très bien. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence à cette session consacrée aux pertes et dommages, mais essentiellement sur les aspects financiers. Je pense que Aïssatou a bien introduit le sujet. À l'entame déjà de la conférence des parties, nous avions eu cette décision qui concerne l'adoption du mécanisme financier sur les pertes et dommages. Hier, quand je discutais avec un de nos partenaires, il m'a posé la question à savoir « what next ?» Je lui ai dit « mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans ce processus-là. C'est comme si tu prenais une pirogue pour traverser une rivière. On est à l'entame, c'est-à-dire on est dans la pirogue. Maintenant, il va falloir qu'on traverse la rivière et il peut y avoir des remous. Quand je dis remous, la question est de savoir comment ce mécanisme-là sera suffisamment, quand je dis suffisamment financé, pour pouvoir répondre déjà aux exigences et aux demandes des populations. Mais nous avons dit dans ce cadre, ce serait bien déjà de réfléchir au niveau international, mais cela ne peut pas attendre au niveau local. Il va falloir anticiper. Et nous sommes dans cette approche d'anticipation qui voudrait que nous puissions aller au niveau des localités pour mieux montrer comment la question est vécue au niveau local, pour pouvoir aussi le partager au niveau international et pouvoir aussi informer. Parce qu'il va falloir faire des évaluations. On a des besoins. À combien on évalue ces besoins-là? C'est au niveau terrain que ces informations devront ressortir. Et nous avons la chance quand même de pouvoir partager des études que nous avons faites après avoir campé le sujet, c'est-à-dire montrer à quoi ressemblaient les pertes et dommages. J'ai l'habitude de le dire, toute perte et dommage n'est pas liée au changement climatique. Il va falloir circonscrire le sujet et nous en sommes à cela. Nous avons pu faire quand même une étude sur les événements à évolution lente, donc surtout au niveau du Sénégal, qui ont mis quand même le pays dans le dispositif de pertes et dommages, parce que si les uns et les autres arrivent à faire des recherches sur les pertes et dommages, on voit la question des événements à évolution lente. Donc c'est sur cela que nous allons discuter et permettre à d'autres aussi qui travaillent sur la question de pouvoir mieux nous éclairer sur la voie que nous devons suivre pour arriver à un fonds déjà efficient, mais aussi à une information, parce qu'il faut que nos pays travaillent à informer davantage, c'est-à-dire faire des évaluations
pour ce qui concerne les pertes et dommages, que ce soit des pertes et dommages économiques ou non économiques. Est-ce qu'on va les quantifier, les non économiques, ou on va les qualifier? La question reste en suspens. Donc, sur ce, encore une fois, je souhaite à toutes et à tous un fructueux échange et je pense que ça nous permettra quand même d'avancer sur la discussion concernant les pertes et dommages, notamment au niveau des pays. Je vous remercie. Merci beaucoup Emma. Je pense que vous avez bien campé la présentation introductive qui va être faite par Omar Cissé de Enda Energy. Et comme vous l'avez souligné, je pense que dans les salles de négociation, quand on parle de comment quantifier aujourd'hui les besoins financiers en termes pour les questions de pertes et dommages, les gens nous disent quand on va dans vos CDN, on n'arrive pas à trouver des chiffres qui nous permettent de savoir quels sont les besoins réels aujourd'hui des pays en développement en matière de financement pour la question spécifique des pertes et dommages. Donc, je pense que commencer par une étude à l'échelle locale peut permettre de montrer l'ampleur des besoins et pouvoir mettre à l'échelle. Donc, Omar, à vous la parole pour cette communication introductive. Il fait froid. Bonjour à toutes et à tous. Mes remerciements à l'ensemble des participants qui ont eu au moins à faire le déplacement malgré leur agenda hyper chargé. Donc, par rapport à l'exercice, Emmanuel a déjà fait une excellente introduction dans ce sens. Et par rapport à l'exercice que ENDA avait réalisé pour au moins essayer d'évaluer les besoins de financement liés aux pertes et dommages sur la petite côte et la grande côte sénégalaise, la nappe également par l'intrusion salée, ce qui a engendré énormément de dégâts environnementaux et socio-économiques pour ces communautés du littoral sénégalais. Donc cet exercice consistait à évaluer d'abord les besoins et un peu le Gandiolé. Donc, ce qui a permis aux impactés d'avoir au moins leur point de vue par rapport à ce qui doit être fait. Une fois que ce travail est fait, il a été question aussi de partager cette méthodologie déjà améliorée en intégrant les observations et les inputs des communautés avec les acteurs institutionnels pour avoir aussi leur point de vue. Et j'avoue que
surtout par rapport à la perte de biodiversité. On a eu beaucoup de retours venant des services forestiers et sur des éléments qu'on n'avait pas du tout, en tout cas, envisagés et qui a enrichi cette méthodologie. Une fois que ce travail est fait, on est parti directement vers la phase de cartographie qui consistait au moins à géolocaliser tout type de bête, tout type. Actuellement impropre à l'agriculture, surtout à la riziculture, dû à la salinisation des terres et qui jadis constituaient en tout cas des rizières exploitées par ces communautés. Et à la fin de cet exercice de cartographie, on s'est appuyé sur ces outils pour aller vers de sérieux problèmes de santé pour ces communautés, surtout pour ceux qui sont déplacés dans des zones plus lointaines que de la mer. Mais également, nous avons la perte de biodiversité. Ça, c'est plus dans le delta du Saloum et également au niveau de la langue de Barbarie, au niveau du parc de la langue de Barbarie. Globalement, c'est ces différents types de secteurs ou de types de pertes qui ont été en tout cas enregistrés à l'échelle de ces 12 communes. Et les résultats de l'exercice ont montré qu'effectivement, nous avons donc, ce qui fait qu'à la longue, le village, en 2012, est complètement rayé de la carte et la population s'est dispersée entre 3 villages, Djelumbam, Bambara et Buntundur. Et par rapport à la salinisation de la nappe, nous avons essayé de cartographier avec les communautés.
des bassins, des puits qui sont abandonnés. Cette parcelle est une parcelle de maraîchage où l'oignon a déjà plus de 2 mois et malheureusement, avec l'intrusion salée, l'eau salée, actuellement, les plantes ne poussent plus. Au niveau des terres salées, nous avons enregistré ces types de... Écosystème de mangrove, surtout la mangrove, et le filao, les herbiers marins, mais surtout des actions de curage. C'est une initiative qui est en train d'être développée aujourd'hui par la RNC de Palmarin. Les vasières qui sont ensablées, il y a chaque année 2 campagnes qui sont menées par une équipe locale pour aller essayer de dégager le sable qui se trouve au niveau des vasières et qui tue la mangrove à la longue pour ne serait-ce que libérer ces vasières qui sont des lieux de reproduction, mais c'est également qui sont des lieux très propices pour le développement de la mangrove. Et toujours par rapport aux sites culturels et cultuels, c'est des les ONG au niveau local, suivant une unité de coordination qui sera mise en place. Et d'autres ont proposé que pour ce qui est des infrastructures, que ce soit des digues de protection ou autres, qu'on fait recours au génie militaire pour ne serait-ce qu'assurer ce service où il y a plus de discipline et de rigueur, d'après en tout cas ce qu'ils ont dit. D'autres ont proposé que les fonds soient gérés par des banques accréditées et par le mécanisme de financement climatique avec une simplification des procédures. Donc, globalement, c'est les différentes propositions qu'on a eues sur le terrain et surtout par rapport aux défis. Donc, je pense que d'abord, il y a un défi majeur
du fait que par rapport à la formation géomorphologique, on peut avoir en tout cas ces genres de phénomènes et qui ne sont pas naturellement liés aux phénomènes climatiques. Accroître également, élargir les initiatives de recherche sur les phénomènes climatiques et leurs impacteurs. Pour le moment, il y a assez d'études au niveau du Gandiol, peu d'études au niveau du delta du Saloum et presque pas d'études au niveau de la Casamance, alors que ces phénomènes sont observés. Merci beaucoup Omar pour cette brillante présentation qui met en exergue aujourd'hui les vulnérabilités auxquelles font face nos communautés, qui met en exergue également le fait que la question des pertes et dommages est une réalité au niveau de nos pays et au niveau local. Je pense que également la question des besoins financiers et de modèles de gestion de ces financements-là, il y a énormément de choses à dire là-dessus par rapport à ce débat à l'échelle internationale. Si on fait la comparaison avec la Banque mondiale, je pense que les communautés ont déjà compris qu'on a besoin de simplicité, de moins de procédures. On sait tous ce qui risque de se passer avec la Banque mondiale, les frais, etc. Et quand on parle de pertes et dommages, on est dans des situations d'urgence. Donc on a besoin que les financements soient accessibles, disponibles au plus vite. Donc toutes ces questions-là, je pense qu'on va y revenir également tout à l'heure. Je donne juste 2 minutes à Boubacar pour nous dire ce qu'il tire comme enseignement par rapport à cette étude avant de revenir à nos panélistes. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Aïssatou. Donc, mon nom, c'est Boubacar Fall. Je suis un enseignant de l'Université de Dakar, vice-président du COMNAC, et je collabore depuis plus de 15 ans avec Enda Energy, où j'ai appris les questions de changement climatique. Merci beaucoup, Aïssatou. En tout cas, Enda a pris la bonne initiative de commencer. Emmanuel a donné une belle image. On va traverser un fleuve. On a une pirogue pour traverser le fleuve. On n'a pas encore dit qui va rentrer dans la pirogue et avec quoi on va traverser. Est-ce qu'on va traverser à la rame? Est-ce qu'on y va avec un moteur? Ainsi de suite. Et en fait, je me pose ces questions pour dire, c'est vrai que le principe du financement des pertes et dommages a été acté, mais à mon avis, le plus difficile reste à venir. Ce fonds va avoir une particularité que les autres fonds ne présentent pas. Je m'explique. La présentation là a donné des exemples sur des événements à évolution lente. Ça veut dire que dans ce cas, il n'y a pas d'urgence. Ça peut attendre. Il y a des événements à évolution brutale qui viennent de manière soudaine et qui créent des situations d'urgence. Alors, tout ça, je pense que les critères d'opérationnalisation du fonds devraient tenir compte de ça. Comment va-t-on allouer les fonds en fonction du niveau d'impact, en sachant qu'il va y avoir des impacts qu'on ne pourra pas, disons, quantifier. C'est des impacts non économiques. Il a parlé d'aspects culturels, d'aspects, disons, il a parlé de grandes places. Pour nous, le Sénégal, le Pench, c'est là où se prennent les grandes décisions. Si vous perdez cette place où les grandes décisions de la communauté se prennent, comment va-t-on pouvoir exonérer un peu cette perte-là? Quand il y a situation d'urgence, Aïssatou a parlé tout à l'heure de questions de procédure. Est-ce que dans la situation d'urgence, on va devoir attendre 1 mois, 2 mois, 2 ans pour pouvoir accéder à ces fonds? Regardez ce qui s'est passé en France en l'espace de 2 semaines, 2 tempêtes se sont succédées. Encore que là, il y a des capacités de réaction. Si ces phénomènes se produisaient dans une zone où les capacités de réaction, de réponse sont faibles, ça crée énormément de vulnérabilité. Donc, toutes ces questions-là se posent dans, disons, l'éligibilité, disons, les critères d'opérationnalisation du fonds. Et quand il y a perte
en vies humaines. Il y a perte d'un lieu culturel. Comment va-t-on, évaluer le coût pour pouvoir, indemniser? Et je pense que la réflexion commence en ce moment. ENDA a ciblé la zone côtière. Le choix n'est pas fortuit. La zone côtière du Sénégal regroupe ou fournit, à peu près plus de 50% du PIB du Sénégal. 98% des industries du Sénégal se trouvent dans la zone côtière et plus de 3/4 des 18 millions de Sénégalais vivent dans cette zone côtière-là. Donc vous voyez déjà les répercussions que ces phénomènes pourraient apporter. Et je pense que ce n'est que le début. Il y a aussi d'autres secteurs, le secteur de l'agriculture, il y a aussi le phénomène des inondations. Il va falloir se préparer tout de suite et ne pas être pris au dépourvu. Mais attention à la confusion, à l'amalgame. Ces fonds, on parle de pertes et dommages liés au climat. Attention, il va falloir prouver les relations de causalité. Et là, les données climatiques vont être d'une importance capitale pour prouver que ces impacts auxquels on est abouti proviennent de phénomènes climatiques. C'est juste. Alors là, il va falloir que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir travailler. Ne pas attendre que le fonds soit opérationnel parce que rien ne sera donné. Ce sera sur la base d'évidence que les fonds-là vont être alloués. Bien sûr qu'en attendant que toutes les procédures soient mises au point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Boubacar. On va maintenant donner la parole à nos 3 autres panélistes. On va commencer déjà par Fanny. On a parlé d'actes forts, de pas de géants par rapport à cette décision, à l'ouverture de la COP. On y est? Est-ce que tout est réglé? Ou bien quels sont aujourd'hui les enjeux et les défis par rapport à l'opérationnalisation de ce mécanisme financier sur les pertes et dommages? La même question après pour Adessou et pour Fadel. Merci beaucoup Aïssatou. Déjà bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai peut-être peur de paraître un peu trop optimiste, non c'est clair, il y a énormément de choses qui restent à faire. Mais pour poursuivre la métaphore d'Emmanuel, il faut se dire qu'il y a 2 ans on était sur la colline. Et là, l'année dernière, on est arrivé à la rive et maintenant, on est dans la pirogue. Donc, juste pour dire que ce sujet, ça fait 30 ans. 30 ans que, d'abord, c'était les petits États insulaires qui ont voulu le mettre sur la table au moment de la négociation de la Convention. 30 ans pendant lesquels, en fait, quasiment la totalité, ils se sont fait envoyer balader maintes et maintes fois par les pays développés. Et là, en fait, il y a quelque chose de... Il y a vraiment une espèce de rouleau compresseur depuis 2 ans qui a fait qu'en fait, c'est devenu une évidence, ce fonds. Et pour moi, c'est important aussi pour le remettre dans ce contexte-là, parce que souvent, les COP, on dit que c'est décevant, et ça l'est par rapport à l'urgence de la situation. Mais ça montre aussi que quand des pays se serrent les coudes, quand la société civile soutient, et vraiment dans sa diversité, que ce soit les ONG environnementales, les représentants des peuples autochtones, les organisations de défense des droits des femmes, les syndicats, les jeunes, on peut changer des choses dans ces COP. Donc moi, je voulais commencer sur cette note positive, parce que cette COP, elle a commencé sur les chapeaux de roue, avec, je crois qu'on peut l'admettre, un tour de force de la présidence émirati, avec cette adoption donc, du texte sur le fonds pertes et dommages. Il ne faut pas être naïf. Ce fonds, ce texte, en tout cas tel qu'il est décrit sur le papier, ce n'est pas un fonds qui va nous permettre d'atteindre la justice climatique. Pourquoi ? Parce que dans ce texte, il n'y a pas de reconnaissance de l'obligation des pays historiquement émetteurs à contribuer à ce fonds. Et ça, c'est hautement problématique. Tous les principes liés à la responsabilité commune mais différenciée et capacités respectives n'apparaissent pas dans le texte. Il n'y a pas non plus d'échelle, il n'y a pas d'objectif financier. On ne dit pas on doit abonder ce fonds à hauteur de temps. Et puis, il y a la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est quand même caractérisée par un historique pour le moins très questionnable, à la fois en termes de légitimité. C'est quand même principalement des pays développés qui font partie de la Banque mondiale. C'est une banque qui continue d'investir massivement dans les énergies fossiles, donc qui met un petit peu de carburant pour créer encore plus de chaos climatique. C'est une banque donc, qui accorde des prêts, pas des dons, qui met de l'argent dans des banques multilatérales, qui ne donnent pas d'argent à des pays qui ne font pas partie de la Banque mondiale, et encore moins à des communautés.
Donc vous allez me dire, bah, du coup, Fanny, tu dis que c'est bien, puis en fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il faut se dire que là, on va potentiellement avoir ce fonds. Il y a encore effectivement beaucoup d'étapes qui doivent se dérouler en 2024. Notamment, en fait, on n'est pas complètement sûr que ce sera la Banque mondiale, hein, parce qu'il faut qu'elle arrive à montrer patte blanche et qu'elle réussisse en fait à remplir des conditions qui sont des conditions très solides qui ont été mises de la part des pays en développement, notamment sur accès des communautés au financement, accès pour les pays qui ne sont pas membres de la Banque mondiale. Il va falloir que la Banque mondiale dise si elle se sent en mesure de le faire. Et en parallèle, il faudra qu'elle négocie avec le futur conseil d'administration. Donc, on saura vraiment à la COP29 si ce fonds va sous la Banque mondiale. Si ce n'est pas le cas, il y aura un appel à candidature pour que ce fonds aille ailleurs. Donc, on a peut-être une chance de ne pas l'avoir sous la Banque mondiale. Et puis surtout, il ne faut pas que ce fonds, ça reste une coquille vide. Et là, ce qui était étonnant au premier jour de COP, et là pareil, les Émiratis ont bien joué, c'est-à-dire qu'après l'adoption de la décision, il y a eu les Émirats qui ont mis tout de suite 100 millions de dollars sur la table. Ce n'est pas neutre. Ils étaient attendus au tournant. Ils étaient attendus au tournant parce que l'année dernière, à la fin de la COP27, quand on a eu la décision sur le fonds, tout de suite, les pays développés ont dit « on ne veut pas être les seuls à mettre la main au portefeuille ». On ne va pas créer un fonds en 1992, on crée un fonds en 2022-2023. Et donc, on veut, ils ne l'ont pas dit forcément texto, mais on veut que la Chine, on veut que les pays du Golfe mettent la main au portefeuille. Donc les Émiratis ont voulu un peu couper l'herbe sous le pied à ces pays développés en mettant la moitié qui était nécessaire en fait, pour lancer ce fonds. Puisque sous le modèle de la Banque mondiale, il faut au minimum 200 millions de dollars. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu l'Allemagne, etc. Je ne sais pas si vous avez noté ce qui s'est passé aussi, l'Union européenne qui a pris la parole en disant « nous l'annoncerons demain ». Et puis comme les autres ont continué à mettre de l'argent sur la table, l'Union européenne s'est dit « ouh là là, on va avoir la honte ». Donc ils ont repris la parole et ils ont dit « en fait, on va mettre 225 millions, hein, vous inquiétez pas ». C'était très drôle et ça montre l'intérêt de ces COP pour mettre la pression, en fait, une pression politique, diplomatique qui fait que les États se regardent en chien de faïence. Attends, je vais attendre de voir combien tu mets pour moi mettre de l'argent sur la table. Mais soyons honnêtes, pour l'instant, on a 655 millions de dollars pledgés pour le fonds, donc ça reste des promesses. C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes. Des arachides. On sait que les besoins sont énormes. Ils chiffrent en centaines de milliards, pas en centaines de millions. On sait que c'est une volonté, ce qui a été mis sur la table, c'est pour montrer une volonté politique. Maintenant, notre rôle, il est de continuer à pousser pour ça, et notamment à travers le bilan mondial. Là, on a une section dédiée au bilan mondial, dédiée aux pertes et dommages dans le bilan mondial. Elle ne fait pas du tout référence à l'échelle des besoins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pousse et on n'arrête pas de dire « ne croyez pas que votre job est terminé » sur le financement des pertes et dommages parce qu'il y a eu la décision sur le fonds. Il y a beaucoup de choses dont on a besoin. Aussi sur les sources innovantes de financement, mettre en place des taxations sur les secteurs les plus pollueurs. Donc voilà, est-ce que je me permettrais de dire qu'il y a eu un petit bond en référence à mon nom de famille pour la justice climatique, mais en tout cas, on peut se dire que là, il y a une avancée majeure et qu'il va falloir qu'on continue pour se battre, pour qu'il y ait une réponse vraiment à la hauteur des besoins. Merci. Merci Fanny. Ce que je retiens, il y a de quoi avoir de l'espoir, mais continuons à nous battre pour rendre ce mécanisme opérationnel. Adessou, de votre côté, sur les enjeux et défis en fait pour opérationnaliser ce mécanisme. Merci. Je me joins à Fanny pour remercier Enda pour avoir initié cette réflexion. Je vais aller tout droit. Oui, je crois qu'à ce stade, au regard donc, de ce qui s'est passé et vu là où nous en sommes, il y a des raisons de rester optimiste parce que le pessimisme malheureusement ne paye pas. Donc je veux bien regarder les choses, enfin le verre à moitié rempli, mais comme l'a dit Fanny, le chemin est long, il est très long d'ailleurs parce qu'aujourd'hui ce ne sont que des promesses. Il est quand même bien de louer, de dire que c'est peut-être la première fois aussi dans les COP que le premier jour a été consacré à des engagements pareils. Donc comme il a dit, les Émiratis une fois encore nous ont surpris positivement, même si c'est de l'argent du fossile qui a été annoncé. Ça, c'est une autre problématique. Mais cet engagement me laisse croire que finalement, lorsque nous discutons, nous apportons des évidences
concrètes sur la table, les gens finissent par comprendre, parce que les réalités aussi étant différentes, les gens finissent par comprendre et parfois finissent par laisser du lest. Et c'est ce que je note ici. Mais comme l'a dit Fanny, le chemin est long, il est très long. Ne soyons pas totalement optimistes, n'allons pas crier victoire, parce que les fonds sont encore dans la poche de ceux qui l'ont promis. La caisse est avec la Banque mondiale et tout ce qu'on sait de la Banque mondiale. Nos communautés, elles, malheureusement, continuent par subir les affres des changements climatiques. Une belle étude vient d'être présentée, mais encore faut-il rappeler que l'étude est assez partielle. Elle ne couvre qu'une partie du Sénégal et on peut déjà estimer le coût. Mais là aussi, je crois que dans la sobriété des ONG, je crois que l'estimation a été très sobre. Donc, quand on va rentrer dans les détails, Bakar vient de parler des pertes non évaluables, donc non économiques. On a du chemin à faire et je crois qu'il faut qu'on continue par pousser. Si possible, si on peut retirer ces fonds des caisses de la Banque mondiale afin d'en faire des fonds autonomes, pourquoi pas, ce serait l'idéal. Mais au-delà donc de ces fonds, il va falloir aussi que nous n'oublions pas ici à Dubaï la nécessité de mettre la pression sur les États pour aller vers l'atténuation, parce que le véritable problème, la vérité, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'adaptation, de perte et de dommages, parce que nous avons littéralement échoué en matière d'atténuation. Si on avait réussi à prendre des engagements réels et à mettre en œuvre des actions qui allaient dans le sens donc, de la réduction des émissions de gaz à effet, probablement des émissions de gaz à effet de serre, probablement on n'en serait pas là. Donc il va falloir qu'on reste très éveillé, qu'on lise, qu'on reconnaisse la volonté factuelle, mais aussi la nécessité d'aller très vite, de pousser pour que les questions d'atténuation soient effectives sur le terrain, afin qu'à la fois, en même temps que nous appuyons les communautés, que nous travaillons avec les pays particulièrement vulnérables, que nous puissions aussi continuer par agir sur la vraie cause, la source du problème, afin que de manière simultanée, on puisse véritablement aboutir à des solutions qui répondraient aux besoins sur le terrain et à la réalité donc de la science du problème. Je m'arrête là. Fadel. Merci Aïssatou. Je vais commencer d'abord par remercier Enda Energy pour cette invitation à cet événement qui est très important. Je vais commencer avant de répondre à ta question par aussi saluer l'étude que je trouve importante pour deux raisons particulières. Premièrement, parce qu'elle permet d'amorcer une sensibilisation et une éducation sur les questions de pertes et dommages au niveau national. Et ça, c'est un élément qu'on pense important pour toutes les questions de l'action climatique, qu'on parle d'adaptation, qu'on parle d'atténuation, qu'on parle de financement, etc. La compréhension des enjeux qui sont liés aux pertes et dommages, de comprendre déjà ce qu'est les pertes et dommages, est très importante pour les communautés avec lesquelles on va travailler pour pouvoir faire de telle sorte que ce fonds-là soit opérationnel et arrive directement à ces communautés. La deuxième chose pour laquelle cette étude est importante, c'est que ce sont des évidences. Et dans le contexte de ces négociations climatiques, nous avons besoin de ces évidences-là pour montrer pourquoi les communautés sont en train de souffrir, pourquoi les communautés ont besoin d'une action rapide et diligente pour pouvoir opérationnaliser ce fonds. Et sans ces évidences-là, nous ne pouvons pas avoir un poids important dans les négociations climatiques. Il faut ces évidences qui viennent des pays qui sont touchés par ces questions de pertes et dommages pour pouvoir guider les négociations climatiques. Et donc, c'est pour cela que je pense que c'est une étude très salutaire. Maintenant, pour répondre à ta question, je partage tous les arguments que Fanny vient d'évoquer pour dire que nous avons raison d'être optimistes. Parce qu'effectivement, monsieur vient de le rappeler, c'est la première fois que lors d'une COP, une décision aussi rapide vient, dès le premier jour, opérationnaliser ce fonds, alors qu'il y a eu beaucoup de tensions. Il faut rappeler ça. Durant toute l'année dernière, il y a eu 4 réunions du comité de transition. 5. Au début, c'était 4 qui étaient prévus. Non, 3 même au début. 3 même au début. Ils ont rajouté une 4e et finalement ils ont ensuite une 5e pour pouvoir trouver, et même pas un consensus, en tout cas quelque chose pour pouvoir lancer ce fonds. Parce que c'était un enjeu qui était très important pour cette COP28-là, pour la réussite de cette COP28-là par les Émirats arabes unis. Donc, il y a des raisons d'être satisfait, de crier victoire. Mais lorsque je pense
au fait que cette COP va finir et qu'on va rentrer au Sénégal, au Burkina, dans le Sahel, au Kenya, qu'on va revoir les partenaires, qu'on va revoir les communautés qui sont touchées par les pertes et dommages et qu'on va leur expliquer que le fonds est maintenant opérationnel, mais il n'y a pas assez d'argent. On ne sait pas quand est-ce qu'on va remplir le fonds pour que l'argent qui est dans ce fonds-là puisse vous aider à reconstruire vos vies, reconstruire vos maisons, reconstruire vos sanctuaires, reconstruire vos khambs, comme il le disait. Je ne sais pas encore quoi leur dire. Et oui, en termes de négociation climatique, c'est quelque chose qui est très rapide, mais de la perspective des communautés, on va dire encore une autre COP pour avoir peut-être une chance de savoir si on va avoir ou pas l'opportunité de se reconstruire. C'est désespérant un peu. mais oui, notre rôle, justement, c'est de créer ce genre d'espace-là pour pousser encore plus fort et encore plus loin. Je pense qu'on anticipe avec tout le travail que Enda est en train de faire pour pouvoir poser les arguments afin que ce fonds-là puisse arriver le plus rapidement aux communautés. Alors, je travaille pour Oxfam au Sénégal, mais je représente aussi dans cette réunion-là Oxfam International, qui, depuis plusieurs années, a fait de cette question-là un cheval de bataille. Non seulement pour la création de ce fonds-là, mais pour le plus important encore, l'accès des communautés à ces fonds-là. Parce que nous ne voulons pas que tous ces fonds-là qui sont créés pour la justice climatique reproduisent les mêmes paradigmes de l'aide publique au développement qui ont montré leur échec, qui ont montré leur inefficacité. Il faut qu'on puisse mettre en œuvre de nouvelles modalités, de nouvelles structures pour qu'il puisse y avoir un accès rapide à ces fonds-là pour les communautés. Parce que c'est de ça qu'on parle. Au-delà des négociations, au-delà de tout, il faut qu'on se rappelle constamment qu'il y a des gens qui souffrent et qui attendent une décision pour pouvoir être délivrés de cette souffrance-là. Alors, c'est pour ça que le débat sur la Banque mondiale, il a posé beaucoup de... Oui, on s'est beaucoup battu pour que ça ne soit pas la Banque mondiale, que ce soit plutôt rattaché à la Convention cadre des Nations Unies, comme le Fonds vert, comme le FEM, etc., afin qu'il puisse y avoir exactement le respect du principe voilà, de responsabilité commune mais différenciée, afin que les pays pollueurs, disons-le ainsi, mettent la main à la pâte pour financer ce fonds-là. Il y a eu un gros lobby des États-Unis, de l'Union européenne, pour que ça ne soit pas le cas. Et la contribution maigre des États-Unis pour faire opérationnaliser ce fonds-là montre justement pourquoi voilà, ils ne veulent pas aller dans ce sens-là. Ils ont poussé pour que ce fonds-là aille vers la Banque mondiale. OK, mais nous allons continuer à pousser. Quelle est la stratégie pour que malgré le fait que pour une période d'essai, on le dit, hein, la Banque mondiale va d'abord dans les 6 prochains mois prouver qu'elle va respecter les critères d'éligibilité pour continuer à mettre en œuvre ce fonds-là, et ensuite sur une période de 4 ans, voilà, voir si effectivement elle peut continuer à être l'organisation responsable de ce fonds-là. On va pousser pour que, malgré que le fonds soit hébergé par la Banque mondiale, qu'il puisse respecter des critères d'éligibilité, et Aïssatou le disait, pour que l'accès du fonds aux communautés soit réel. Et donc, pour nous, Oxfam, lorsqu'on a vu, par exemple, cette dernière année, les tensions qu'il y a eu durant les négociations, et après la 4e réunion des communautés de transition, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et on a mené des consultations au niveau international dans tous les pays, que ce soit les pays où on intervient sur le plan humanitaire, les pays dans lesquels on intervient sur le plan de l'influence politique, etc., pour voir qu'est-ce qui était en train de faire, quelles étaient les bonnes pratiques qui étaient en train de réaliser et qui pourraient orienter la Banque mondiale à adopter des critères et des modalités de structuration de ce fonds-là qui permettent effectivement l'accès des communautés à ces fonds-là. Une réflexion qui a abouti à un papier que l'on a partagé notamment avec la Convention cadre des Nations Unies pour influencer les processus. Et cette réflexion, elle tourne autour de 4 ou 5 points pour que le fonds puisse, pour que les communautés puissent avoir accès à ces
à ce fonds-là, 4 ou 5 points. Le premier, c'est la question de la gouvernance. On a dit que, par exemple, le conseil d'administration, il reste encore à le définir. Et dans ce conseil d'administration, il faut que les pays en voie de développement puissent avoir une place dans ce conseil d'administration, mais une place qui est très importante pour aussi décider de comment ce fonds-là sera élaboré. En deuxième lieu, on parle des procédures d'accès à ce fonds-là. On le sait, Aïssatou le rappelait, les procédures sont complexes, les procédures sont longues, et les procédures, on le sait aussi, permettent à certaines organisations, qui sont de grandes organisations, que ce soit les banques multilatérales de développement, que ce soit les Nations Unies, qui ont un avantage pour avoir accès à ce fonds-là et ensuite les redistribuer. Alors que le professeur Boubacar Fall le disait, oui, on a travaillé sur les événements à F1 mais parfois, il y a des crises extrêmes, des événements extrêmes, que ce soit une tornade, une cyclone, qui ont besoin d'une décision rapide. Comment peut-on faire pour que les communautés qui sont touchées par ces cyclones-là, ou bien qui sont touchées par ces événements extrêmes-là, puissent avoir un accès rapide à ce fonds-là? Il faut que les procédures d'accès, les procédures pour appliquer à ces fonds-là, puissent être facilitées. Il faut un renforcement de capacité. Il faut que ces organisations, les communautés puissent s'organiser. 30 secondes. 30 secondes. Donc, je termine sur les deux autres points. Donc, après avoir parlé de la gouvernance, après avoir parlé de la question de l'accès, il faut aussi qu'au niveau national, qu'on puisse prendre en charge cette question-là. Et je pense qu'avec ENDA aussi, nous travaillons aussi pour que la question des pertes et dommages puisse être inclue dans les contributions déterminées nationales et qu'il y ait une réflexion aussi au niveau national de comment ces fonds-là puissent être décentralisés. Donc, je vais m'arrêter là en attendant peut-être qu'il y ait des questions. Merci. Merci Fadel. Je pense que votre dernier point est super important par rapport à la prise en compte des pertes et dommages dans les CDN. Si on voit les paiements, on se rend compte qu'il y a moins de 4 pays qui ont réellement pris en compte, valorisé les pertes et dommages dans leur CDN. Donc, il y a le problème d'accessibilité des données, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est une priorité pour nos pays et que ça ne soit pas reflété dans nos documents de politique climatique. Donc, je pense que également pour les ONG, il y a tout un travail de plaidoyer à faire pour amener les États à aller au-delà de la parole, de dire que c'est une priorité. Oui, je vous donne la parole. Oui, pardon, juste là-dessus, parce qu'on est en live dedans. Tu arrives juste de ça. Il y a le réseau de Santiago, dont en fait on attendait la dernière décision qui vient d'être approuvée. Et le réseau de Santiago, ça va être un de ses rôles en fait, de recevoir des demandes d'assistance technique de la part des États pour les aider à évaluer leurs besoins et le type d'intervention. Donc en fait, le travail qu'a fait ENDA. Et en fait, ça, c'est important que ce réseau puisse commencer à être mis sur pied dès l'année prochaine, parce que c'est vraiment, en fait, c'est le petit frère du fonds. Parce qu'une fois que les États, en fait, auront fait ces évaluations, les mettront dans leur CDN, ensuite, ils pourront frapper à la porte du fonds en disant, bah voilà, c'est ça dont on a besoin. Donc, un autre élément positif, c'est ça, parce que ce réseau de Santiago, il s'est construit année après année. Quelles étaient ses fonctions, quelle était sa gouvernance. Et là, les pays avaient du mal à se mettre d'accord sur par qui devait héberger le secrétariat. Ça finissait un peu par tourner à la farce, d'ailleurs, cette discussion. Mais ça y est, ce sera donc 2 agences onusiennes qui vont héberger le secrétariat. Il y a encore plein d'autres choses à voir, mais c'est pour dire que ça, ce sera un élément éminemment important pour accompagner les pays en développement à évaluer ses besoins avec des données assez probantes. Voilà, donc un autre élément positif que je voulais mentionner. Je vais donner la parole à Adessou et après à Fanny. Je pense que Fadel a déjà abordé cette question sur les modalités. On sait tous que l'année dernière, quand on arrivait à la COP, la question n'était même pas inscrite à l'agenda. Ce sont les ONG qui se sont battues pour que la question des pertes et dommages soit à l'agenda de la COP et que ça puisse aboutir à cette décision historique que nous avons eue. Maintenant, par rapport aux modalités d'accès du fonds, mais également la gouvernance du fonds, sur quoi les organisations de la société civile devraient se focaliser avant la fin de la COP et dans les prochains mois pour que ce fonds-là puisse être un fonds au service de la justice climatique. Adessou et après Fanny. Merci. Je voudrais d'abord revenir sur l'importance donc de délocaliser les fonds. Les fonds doivent être accessibles. Je crois que là, toutes les organisations de la société civile l'ont dit. Il faut que les fonds soient flexibles, soient accessibles et qu'on sorte un peu de la gamme Banque mondiale. Ça, c'est important. Raison pour laquelle
on reste encore pessimiste si la Banque mondiale reste l'institution la mieux indiquée pour jouer ce rôle. Aussi, il y a la question pour moi d'équité qui doit prévaloir. Donc, on est entre pays vulnérables. Il va falloir que la notion d'équité prenne le pas sur la question d'égalité. Donc, faire en sorte que les pays, je ne veux pas prendre l'expression de test, mais les pays les plus vulnérables, les plus exposés, soient des pays en vue. Mais essentiellement, et cet élément-là, il faut aussi que des évidences viennent des pays. On l'a suffisamment dit, on le dira toujours, tant que nos CDN, tant que nos politiques ne mettront pas la question des pertes et dommages en priorité, ne démontreront pas que nous sommes suffisamment vulnérables et que nous méritons de bénéficier de ces ressources-là, nous n'aurons pas de raison suffisante pour aller vers les fonds. Le dernier élément de la modalité, c'est, pour moi, c'est d'apprendre des échecs. On a tellement échoué dans plusieurs mécanismes qu'il est absurde, qu'il est inconcevable aujourd'hui que les États ou que les partis s'inscrivent encore dans un schéma. Elle vient de le dire, c'est le consortium UNDRA et UNOPS qui vont héberger les fonds. Il va falloir déjà, et certainement que les fonds seront hébergés dans les pays du Sud, donc les pays vulnérables. On espère que les gens auront les yeux sur le terrain pour regarder véritablement ce qui se passe et essayer de comprendre le niveau de vulnérabilité afin qu'une fois encore, la question de l'équité puisse prévaloir sur la question d'égalité qui, pour moi, reste une question très importante qui, si elle n'est pas bien traitée, les communautés, malheureusement, ne pourront pas bénéficier de ces fonds-là. Et les fonds sur les pertes et dommages ne peuvent qu'être destinés aux communautés à la fin. Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental. C'est un élément sur lequel on doit travailler. On doit même amener nos dirigeants, les gouvernements dans les pays du Sud aussi, à le comprendre, afin que le protocole administratif soit revu et que directement les maires, les ONG puissent véritablement utiliser ces fonds-là pour alléger les peines des communautés sur le terrain. Je m'en tiens là. Fanny? Alors c'est vrai que sur la gouvernance, notre marge de manœuvre elle est relativement limitée. Pourquoi? Parce que dans le texte de décision qui a été adopté, en fait, on a déjà la composition régionale, pas par pays, mais régionale. Donc, il y aura 26 représentantes sur ce conseil. Et il y a une surreprésentation des pays du Sud, 14 contre 12 pour les pays développés. Il y a des groupements parmi les pays du Sud qui sont aussi surreprésentés parmi les pays en développement, pardon. Donc les petits États insulaires, les pays les moins avancés. On sait que c'est déjà une bataille. Hein. On l'avait vu pour le comité de transition. Ils ont eu 3 mois de retard pour nommer les pays. Parce que tout le monde a envie d'en faire partie, en fait. C'est normal. C'est normal. Après, il y aura des rotations, hein, bien sûr. C'est pas parce qu'un pays a ce siège au lancement du conseil d'administration qu'il l'aura pendant toute la durée de vie. Hein. C'est probablement... alors, ça, pareil, c'est le conseil qui le décidera, mais il y aura peut-être des rotations tous les 2 ans, voilà, à voir. Mais donc ça, honnêtement, je trouve que... En fait, c'est une décision des groupements de pays. Voilà, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Ce qui serait bien, peut-être le seul élément que moi, il me paraît important de pousser, c'est en tout cas que certains des pays qui étaient représentés dans le comité de transition puissent être là dans le futur conseil d'administration pour assurer une continuité. Pas tous, parce que ce serait... voilà, ce serait bien de pouvoir aussi tourner, mais ce serait bien en tout cas pour qu'il y ait une sorte de passation, je dirais. Voilà. Et sur la question de l'accès, ça c'est une des batailles qu'on a, je sais pas qu'on a gagnée, mais dans le texte, c'est très clairement écrit qu'il faut que les fonds puissent être, les financements qui seront dans le fonds puissent être accessibles à des entités nationales, mais aussi sous-nationales. Donc aussi, il faut se dire que ça peut être des villes, par exemple, qui puissent bénéficier de ça, ou des districts, mais aussi qu'il y ait un guichet, une possibilité pour les communautés directement affectées. Et là, je pense qu'on a un rôle très, très important à jouer, la société civile, de par notre expérience programmatique, par notre connaissance, bien sûr, du terrain. Et quand je dis là, vraiment, je tiens à dire que c'est pas CARE, Oxfam, mais c'est aussi les petites associations locales qui doivent vraiment avoir leur mot à dire là-dedans. Et donc, parce qu'il faut prendre en compte le fait de l'analphabétisme, pour s'il y a des villages, quelques associations qui sont
soit pas forcément en maîtrise d'une langue ou de la langue anglaise, parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se traiter en anglais. Donc comment faciliter les procédures administratives. Et aussi, je pense qu'il y a un travail qui a été fait dans les discussions autour du fonds sur le fait un peu de démystifier les communautés locales. En général, elles n'ont pas besoin de millions d'euros. En fait, les solutions en général qui sont mises en œuvre, ça demande 10, 100, 1000 par exemple. Et donc, voilà, pour essayer de faire comprendre que l'action à l'échelle locale, c'est pas... il ne faut pas demander à des associations de pouvoir prouver, par exemple, qu'elles ont géré des budgets de 5, 10 millions de dollars. C'est complètement stupide, en fait. Donc voilà, donc ça va être un élément important, surtout que là où le texte est faible, c'est qu'en fait, il n'y a pas de représentants de communautés affectées dans la gouvernance du fonds. Ça, c'est quelque chose pour lequel on s'était battu. On avait demandé à ce que notamment des représentantes de communautés puissent être dans ces mécanismes de gouvernance. Il y a un certain nombre de pays qui s'y sont opposés. Par contre, ce qu'il est dit, c'est que le fonds doit pouvoir interagir, mettre en place des consultations avec un large panel de parties prenantes. Et ça peut être aussi bien dans la société civile, donc des associations, des ONG, mais ça va être aussi le secteur privé, la philanthropie. Et là, il va falloir qu'on se batte pour vraiment avoir des interactions meaningful, comme on dit en anglais, quoi. Que ce soit pas juste on coche la case, on vous rencontre, mais que ce soit vraiment des échanges, qu'on s'apprenne, qu'on partage l'expérience, qu'on se challenge. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on pousse dans les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le temps est vraiment compté, mais on va essayer de prendre 2 à 3 interventions du public. On va commencer par SEI, Stockholm Environment Institute. J'avais oublié au début de mentionner qu'on a co-organisé cet événement avec SEI. So I forget to mention that we organize this event in partnership with Stockholm Environment Institute. I'm going to give the floor to Zoa firstly. Faut parler wolof. Hello, thank you for having me. I'm so sorry I don't speak French, but I'm really honored to be invited here and to see that all the great work that ENDA has been doing has led to these findings that can be shared on this way, and at such an important platform. And with the establishment of the fund, I think that just really reinforces how important this work has been. And I know you all have been working really hard to get the fund in place, so I appreciate all of the work. So we have been working in partnership with ENDA to do this locally led needs assessment of loss and damage finance, and I guess I can say a little bit about how I see that work feeding into the loss and damage fund itself. I think that it's very important for the fund to be needs-based and to actually address the needs and realities on the ground, both quantitatively, but also that it reflects the priorities of the local communities that have been facing loss and damage, and to make sure that it is actually funding the activities that are, of high priority to those communities. So I think we really wanted to pilot and develop this methodology to assess what the scale of losses and damages are at that level, to kind of feed in as evidence into the loss and damage fund and into future, loss and damage finance of what actually needs to be funded. Of course, we know that amounts we put forward will never cover the full scale of loss and damage, particularly non-economic loss and damage, which is beyond what can be quantified, but it at least gives some evidence base to that can lead to more needs-based finance being provided. But also we really wanted to kind of harness this locally led approach, because we know that there's a need for the communities that are facing the losses and damages to have autonomy and agency and decision-making power over how funds are utilized according to their own needs. And so I think ENDA did a really great job of engaging the local communities and building these networks that, so when loss and damage finance comes in, then these networks are already in place, that and you already know what are the types of activities that need to be funded, what types of recovery and longer-term rehabilitation is needed, what types of migration support might be needed, for example, beyond just the rebuilding. And so we really see that as kind of complementary to funding to governments, which might be for larger scale
recovery, like infrastructure projects and rehabilitation, and to complement that with this kind of smaller scale type of work where communities themselves can decide how to address the loss and damage they're facing. So I'm very grateful for all the work that you've done, and I think the methodology you've developed itself will be so valuable for other countries and other organizations to replicate in their own context, and so that we have more evidence of how loss and damage is being felt. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Comme le temps nous est compté, je vais faire un bref résumé. Juste rappeler que c'est SCI qui a financé cette étude que nous avons eu à faire au niveau du Sénégal. Et en fait, le parallélisme qu'elle peut faire entre le travail qui a été fait au niveau du Sénégal dans les zones que Omar a présentées, c'est de montrer en fait que ça doit être basé sur les besoins et les priorités des communautés à la base, et de montrer également que, en fait, quelles sont les évidences en termes pour montrer c'est quoi les pertes et dommages, quelles sont les évidences qui nous proviennent du terrain et comment on peut partager cela également avec le niveau national. Montrer également que le financement à l'échelle communautaire et territoriale peut avoir des impacts positifs au niveau des communautés et partir de cela pour mettre à l'échelle. Donc, merci beaucoup à SCI. On laisse la parole à 2-3 personnes qui ont soit commentaires ou questions à nos panélistes, mais vraiment précis. On n'a plus beaucoup de temps pour nous permettre de clôturer en beauté. Oui, monsieur. Il y a un micro qui peut passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vais aller directement. Une petite question pour Fanny. Alors, je voudrais savoir si la focalisation du fonds, les mécanismes d'évaluation des pertes et enfin la méthodologie d'évaluation des pertes, je voulais dire, et enfin les mécanismes d'accès ont été définis par rapport au fonds. Merci beaucoup. Merci. On peut prendre les questions et permettre aux panélistes de pouvoir répondre. Merci beaucoup à l'UNCARE du Centre de suivi écologique. En fait, mon commentaire est un peu lié au précédent. Que je pense qu'il faut d'abord féliciter ENDA pour le travail innovant qui vient d'être réalisé. Je pense qu'il faut pousser la réflexion jusqu'à un niveau où on sera en capacité de mettre sur la table une méthodologie d'évaluation éprouvée au niveau national. Pourquoi c'est important? Parce qu'a priori, on ne sait pas quel va être le mode d'affectation des ressources. Est-ce qu'on va fonctionner sur un mode compétitif comme c'est le cas avec le Fonds vert climat, ou bien est-ce qu'on va fonctionner sur un mode d'enveloppe, comme c'est le cas avec le Fonds pour l'environnement mondial? Et donc, c'est la raison pour laquelle, parce que vous comprenez que le secteur qui a été couvert pour des raisons évidentes est un secteur assez circonscrit par rapport au niveau national. Et à partir de ce moment, le résultat, il peut être intéressant, mais il peut l'être davantage encore si on établit la méthodologie d'évaluation de sorte à ce que cette méthodologie puisse être utilisée un peu partout au niveau national. Et de ce point de vue, je pense qu'il est important que ENDA soit un peu sur le driving seat, parce qu'il ne faut pas laisser ce travail aux institutions de recherche tout court. Il faut le faire en rapport avec les institutions de recherche. Et il me semble que c'est un extrêmement important sur lequel il faut anticiper déjà avant que toutes les modalités ne soient définies. Merci. Merci. Derrière. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier tous les panélistes. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges de ce matin à partir de la plateforme. Il y a des questions de gouvernance qui ont été évoquées. À la suite de mon ami Kairé, je dirais qu'il faut un processus inclusif. Moi, peut-être j'ai une déformation. Je suis au ministère des Finances et du Budget. À chaque fois qu'on parle de financement, je réfléchis en disant, mais en quoi le processus de maturation peut nous aider, nous, à avoir de la traçabilité? Je suis d'autant plus fondé que dans le dispositif de gouvernance actuel, nous avons récemment fait signer un décret par le président de la République qui revient sur tout le cycle du projet. Tout projet-programme porté par les entités publiques comme les entités privées devrait aujourd'hui être suivi au niveau national, notamment par le ministère des Finances et du Budget. Donc, vivement que dans les prochaines étapes, que dans le cadre de ce processus inclusif, que le ministère des Finances puisse être
associés, mais en même temps que pour tout ce qui est engineering financière, qu'on puisse jouer notre rôle jusqu'à ce que demain, les espoirs qui sont mis sur ce fonds-là puissent être effectifs. Et je pense qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits dans le cadre de ce gouvernement, dans le cadre de la gouvernance, et le Sénégal mériterait quand même d'être mieux organisé de ces questions-là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Adia, 30 secondes, parce que vous voyez mon ami Idi qui n'est pas très gentil, il me dit que mon temps est terminé. Ok, merci beaucoup. Je vais être très rapide. Donc, c'est Adja Ndatagay de Action pour la justice environnementale. J'aimerais juste poser une question à Omar qui a présenté l'étude. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pouvez revenir sur les inégalités de sexe par rapport à la recherche que vous avez eu à faire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis l'accent sur les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, notamment sur la perte des moyens de subsistance de ces communautés-là? Mais également des questions qui regorgent de la santé mentale également. Est-ce qu'il y a lieu de les évaluer dans les pertes et dommages? Merci. Merci Adia. 30 secondes pour Omar et 30 secondes pour chaque panéliste. Idi, donne-moi 3 minutes. S'il te plaît, aujourd'hui tu es gentil. 30 secondes. Et 30 secondes à chacun de nos panélistes pour clôturer. I know, so I'm sorry. Merci, Mouchenia. Par rapport à Adia, par rapport aux inégalités de sexe, effectivement, on avait identifié en tout cas des types de pertes et dommages qui sont plus orientés sur les activités des femmes. C'est par rapport aux sites de transformation, c'est par rapport également aux activités de maraîchage par endroit. Mais j'avoue qu'on n'a pas mis un focus genre par rapport à cette étude. Mais effectivement, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de sites de transformation qui sont actuellement inondés, impraticables, et qui ont été effectivement gérés par des groupements de femmes. Et il y a également des périmètres maraîchers qui ont été exploités par des groupements de femmes de façon communautaire et qui également ont été complètement inondés et impraticables actuellement. Par rapport à la méthodologie, M. Kairé, effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de temps pour détailler sur ce qui a été fait. Mais j'avoue que pour ce qui est de l'évaluation des pertes liées à la biodiversité, ça, on l'a fait avec les conservateurs des AMP. Parce qu'au niveau de ces conservateurs, il y a des outils d'évaluation de pertes de biodiversité qui ont été expérimentés dans le delta du Saloum. C'est notamment au niveau de l'AMP de Sangomar. Donc, ces outils ont été exploités, ont été en quelque sorte exploités dans le cadre de cette étude. Mais également pour ce qui est de l'habitat, ça c'est avec le service de l'urbanisme, parce qu'ils ont un modèle d'évaluation de ces genres de pertes. Donc on s'est approprié, parce que ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on avait déjà mis en place des équipes à l'échelle de chaque département avec les services techniques concernés, l'urbanisme, la pêche, le tourisme. Et pour ce qui est de la biodiversité, c'est avec les conservateurs des AMP et la DREC. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau, il n'y avait pas assez de soucis. J'avoue que c'est une méthodologie, c'est une œuvre humaine qui est toujours destinée à être parfaite. Et on est assez ouvert pour ne serait-ce que poser quelque chose sur la table et de façon participative, inclusive. On ouvre le débat et s'il y a lieu véritablement de revoir certaines choses ou d'ajouter autre chose. Donc, on est assez open pour ça. Merci. On a eu, je pense, une question et des commentaires. Je pense que je vais laisser la parole à nos 3 panélistes pour revenir sur ces commentaires ou questions et nous dire par rapport au reste de la COP sur quoi nous devrions être vigilants et pour les 6 prochains mois, sur quoi on devrait mettre l'accent. Donc, Fanny, Adessou et Fadel. Moi, je vais juste rapidement répondre à la question sur l'évaluation. Non, il n'y a pas de système de mesure qui a été mis en place pour l'instant. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des acteurs comme Enda qui puissent un peu essuyer les plâtres, proposer des manières de faire, sachant que c'est perfectible. Par contre, là, par exemple, en ce moment, dans le bilan mondial, il y a la possibilité, en fait, il y a un élément de langage qui serait sur le fait de créer ce qu'on appelle des inventaires nationaux, donc qui serait l'équivalent des plans nationaux d'adaptation, mais pour les pertes et dommages. Donc ça, notamment, le réseau de Santiago pourrait l'accompagner. Sur la question de l'allocation, donc ça, c'est vraiment le conseil d'administration du fonds
qui va décider, qui prendra les décisions. C'est pour ça que tout le monde veut être sur ce conseil. Et en fait, les lignes directrices qui ont été données au conseil, c'est d'abord qu'il y a un pourcentage plancher qui ira aux PMA et aux petits États insulaires. C'est-à-dire que tout ce qui ira dans le fonds, il y a un chiffre. Alors le chiffre n'est pas encore décidé, c'est le conseil qui décidera. Mais mettons, je sais pas, peu importe l'argent qui ira dans le fonds, ce sera peut-être 10, 15, 20% qui ira forcément à minima aux PMA, aux petits États insulaires. Les autres lignes directrices que le conseil d'administration doit prendre en compte, c'est la prise en compte des savoirs des peuples autochtones. Donc ça, c'est quand même vachement bien. La prise en compte des données scientifiques et le fait de s'assurer qu'il n'y aura pas une surallocation des fonds à un pays ou un groupement de pays. Donc vraiment s'assurer que, par exemple, tout n'aille pas dans le Pacifique ou tout n'aille pas sur, je sais pas, l'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc il y a un peu des lignes directrices comme ça qui ont été données, mais en fait, toutes ces politiques, c'est pour ça que notre rôle va continuer à être important, elles restent à être définies par le Conseil. Voilà. Ben, merci. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas suffisamment abordé, sur lequel je voudrais un peu revenir, c'est par rapport au ce qu'on appelle en anglais les OBNIs. Je crois que jusqu'alors, on dit qu'il va y avoir une assistance technique, ce sont les OBNIs qui vont intervenir. Mais encore faut-il que nos États se préparent, que les acteurs se préparent, afin que les OBNIs ne deviennent pas la transformation des experts étrangers qui viennent toujours s'enrichir dans nos États. Nous avons suffisamment d'éléments, nous avons suffisamment de connaissances pour porter les questions. Il va falloir que les organisations au niveau du Sud aussi se préparent à se positionner comme OBNIS, qu'on soit réseau, qu'on soit corps constitué, experts, pour que nous puissions assister nos États parce que nous comprenons mieux le problème et nous savons mieux donner des noms à nos mots que l'autre ne pourra le faire. Donc, préparons-nous aussi pour ne pas être finalement des porteurs, des lanceurs d'alerte. Nous allons dire oui, il faut des fonds, les fonds vont arriver, mais c'est d'autres personnes qui vont finalement s'en approprier. Et ça ne nous a jamais arrangé. On sait très bien ce que, avec le DCF, combien d'experts sont venus de tout pour venir nous imposer parfois des solutions qui ne sont pas adaptées à nos problèmes. Donc, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'experts au Sénégal, que les gens commencent par se préparer, que les gens essayent de comprendre le mécanisme même pour véritablement assister les communautés qui ont véritablement besoin de notre assistance. Je vais m'en tenir là. Merci. Alors, si j'ai un message à faire passer en 30 secondes, en tout cas pour l'audience spécifique qui est en face de moi, c'est celui par lequel j'ai commencé. L'éducation, la sensibilisation, le renforcement de capacité des communautés est déterminant pour opérationnaliser ce fonds-là. Et j'aime bien cela dans l'étude qui a été présentée par Omar, c'est qu'on est allé directement vers les communautés, demander comment ils visualisaient l'opérationnalisation de ce fonds-là et créer des évidences qu'on peut ensuite utiliser pour s'adresser à la Banque mondiale, pour s'adresser aux États, pour s'adresser à la Convention cadre des Nations Unies. Donc vraiment encourager, que ce soit ENDA le fait déjà, mais toutes les organisations de la société civile qui travaillent sur ce sujet-là, à aller ensemble avec les communautés, parce que c'est avec eux qu'on pourra vraiment remporter les prochaines batailles qui nous restent dans ce chemin pour faire opérationnaliser ce fonds. Merci. Merci. Avant de donner la parole à Emmanuel pour le dernier mot. Remercier en fait tous les gens qui ont participé à ce panel. Merci beaucoup. Remercier nos 3 excellents panélistes qui ont partagé avec le cœur toutes ces informations. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que la question des pertes et dommages, c'est un sujet majeur, c'est un enjeu prioritaire pour l'ensemble des pays, particulièrement pour les pays en développement, et que la bataille ne se limite pas à la COP. Une fois de retour chez nous, c'est à nous également de nous battre pour que cette question soit mieux prise en compte au niveau national, dans les politiques de développement, dans les documents climatiques de référence. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire. C'est de la veille que les organisations de la société civile doivent continuer à faire pour que cette question-là soit également un enjeu prioritaire au niveau national et au niveau local. Continuer à faire remonter ce qui nous vient des communautés. Je pense que leur parole compte. On se met souvent à leur place pour parler à leur place, mais je pense qu'il est important également de faire entendre leur voix, leur position, leurs attentes par rapport également à ce mécanisme financier. Et une fois que ce mécanisme-là sera opérationnalisé, je pense que la décentralisation des financements climatiques au niveau local
elle est cruciale. Il faut qu'on y arrive pour pouvoir faire évoluer les choses, faire avancer les choses et continuer ce plaidoyer à l'échelle internationale. Et comme nous, on le dit, entre les ONG du Sud et les ONG du Nord, c'est ce que nous avons eu à faire l'année dernière pour avoir cette décision historique. C'est ce que nous devons continuer à faire dans les années à venir pour rendre opérationnel ce mécanisme et que ça profite aux pays les plus vulnérables et aux communautés les plus vulnérables. Merci à tous. Je donne la parole à Emmanuel pour clôturer et on se retrouve très prochainement, je pense le 8, avec Enda pour parler également des questions de transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssatou déjà pour cette modération. Merci à tous les participants à cette session. On aurait pu l'élargir pour donner la possibilité aux uns et aux autres de prendre la parole. Mais comme le temps est imparti, il faut qu'on se limite à ça. Remercier les panélistes et également Omar qui a fait la communication principale avec toute l'équipe qui nous ont produit, disons, cette méthodologie qui a été soutenue aussi par Boubacar. C'est juste pour dire que le travail que nous sommes en train de faire en parlant de pertes et dommages ne se limite pas à la question climatique. C'est une dimension aussi de synergie. C'est-à-dire quand on parle de pertes et dommages, on ne voit pas uniquement le changement climatique, on voit le cadre d'action de Sendai qui parle de la réduction des risques de catastrophe, on parle aussi de la Convention sur la biodiversité, on parle de la Convention aussi sur la lutte contre la désertification. Donc c'est cette approche-là qu'il faudra avoir et arriver quand même à avoir une stratégie nationale. On a parlé de prioriser les pertes et dommages au niveau national, mais ce serait bien qu'on ait une stratégie sur les pertes et dommages qui puisse s'arrimer ou renforcer la contribution déterminée. Parce que dans la contribution déterminée, on ne peut pas tout avoir. Donc il faut spécifiquement qu'on puisse avoir cette stratégie-là, mais surtout donner la possibilité de renforcer l'argumentaire, la substance. Quand on a commencé ce travail-là, la question qu'on s'est posée en parlant de pertes et dommages, mais quelles sont les pertes et dommages qui sont liés au changement climatique? On a dit, bon, on va travailler sur les événements à évolution lente, la question d'érosion côtière, la question de la désertification, la question de la salinisation et leurs effets donc sur les activités et autres. Et maintenant, quand on en est arrivé à réfléchir sur ce qui devrait être financé par un futur fonds ou un probable fonds, on s'est dit, mais il faut qu'on descende sur le terrain pour renforcer cet argumentaire-là. Et c'est ce qui nous a valu avec le partenariat avec SEI d'aboutir à cette méthodologie-là, qui sera bien sûr amplifiée parce qu'il y a d'autres études de cas que nous allons faire avec le Sénégal, donc avec l'appui de IED et aussi les universitaires comme le COMNAC aussi pour renforcer le travail que nous sommes en train de faire et permettre au Sénégal de continuer à jouer ce rôle de champion parce que quand même sur les questions de pertes et dommages, nous sommes tous conscients que le pays est à un certain niveau, sur les questions de la finance aussi. Le Sénégal est reconnu comme étant un champion. Il faut qu'on continue ce processus-là. Mais comme je l'ai dit en introduction, la métaphore de la pirogue peut être petite. Parce que comme il faut embarquer tout le monde, je pense qu'on va partir avec l'arche, donc ou un grand bateau pour qu'on ne laisse personne derrière. Mais remercier aussi nos partenaires. Je vois non seulement le Centre de suivi écologique, mais la Compagnie nationale d'assurance agricole avec laquelle nous avons commencé déjà un travail sur les questions d'assurance indicielle. Remercier aussi nos parlementaires donc, qui sont dans les hautes institutions. Et je pense qu'il faut qu'on renforce, disons, cette sensibilisation. Parce que si on veut arriver à un changement de paradigme, il faut vraiment qu'on ait une masse critique et que les uns et les autres aussi puissent jouer leur rôle dans quelques instances qu'ils puissent être. Donc, nous avons une autre session le 8. Donc, le ENDA accompagne le Sénégal pour la définition déjà de la stratégie à long terme qui a été validée. Et nous allons entrer aussi dans un processus pour définir ou élaborer la vision a été validée. Nous allons entrer maintenant dans l'élaboration de la stratégie. Et je pense qu'ensemble, si on se tient la main, on pourra relever les défis non seulement au niveau national, mais contribuer aussi au niveau international aux engagements qui nous attendent. Encore une fois, merci à tous. Merci.